On va faire un bref rappel sur le protocole HTTP. Comment la communication se fait entre un serveur et un client, grâce notamment au protocole HTTP. Le protocole HTTP est un protocole client-serveur où chaque question, chaque requête aura une réponse. Il y a différents types de requêtes HTTP, mais il en existe une dizaine qui sont surtout utilisées dans les applications qui fournissent des API. J'ai mis les plus importantes. Get, ça va être de récupérer quelque chose. Post, ça va être de publier quelque chose. Put, ça va être de ajouter quelque chose, et delete, ça va être de supprimer quelque chose. Et selon le développeur qui est derrière, eh bien, il va interpréter ces requêtes et proposer un certain code pour répondre à ces requêtes. Donc dans cette petite animation, je suis un client en Firefox qui se retrouve sur le web et je demande à Google en fait de me donner sa page HTML. Google me l'envoie et ainsi je peux afficher le site. Alors Google m'envoie pas une page web, il m'envoie du code HTML et ce code HTML va être interprété par mon navigateur pour afficher les bons éléments de page au bon endroit comme l'a prédit le développeur. On retrouve donc derrière une page web le code HTML. Alors tout ça n'est pas magique, Google n'envoie pas des pages web à n'importe qui, tout est issu de demandes. C'est-à-dire que Firefox a fait une demande, on appelle ça une requête au serveur Google et Google lui a renvoyé la page. On parle de requête HTTP car il s'agit du web. Si on veut rentrer un peu plus dans les détails, en fait, une requête HTTP se présente sous cette forme-là. Il y a d'abord le protocole de points, l'adresse IP ou le nom de domaine, le numéro du port, la ressource et les variables. Tout ça est envoyé au serveur. Le serveur peut répondre. Alors le protocole, en fait, c'est du HTTP ou du HTTPS, un S pour sécuriser. L'adresse IP ou le nom de domaine, par exemple pour Google, soit on dit qu'on appelle la page google.com, soit on l'appelle directement par son adresse IP, la 8.8.8.8. Il existe des serveurs qui font la translation entre une adresse IP et un nom de domaine. D'ailleurs, quand on veut acheter son nom de domaine, en fait, on réserve une adresse IP à laquelle on associe un nom. Ensuite, on utilise un numéro de port. Alors, il faut savoir que par défaut, c'est le port 80, donc les navigateurs ne demandent plus à ce qu'on le rajoute, mais tous les serveurs ont plusieurs ports d'arrivée. Et pour du web, pour le port HTTP, c'est le 80. Quand on fera du HTTPS, un port sécurisé, on sera plus sur du port 443. Mais pour un utilisateur, on n'a pas besoin de le rentrer puisque c'est automatiquement fait par Firefox. Ensuite, la ressource, c'est le nom de fichier qu'on va demander au serveur. Par exemple, la page index et la page d'accueil. Mais on va pouvoir lui demander la page de contact, la page de formulaire d'inscription, la page de login, etc., etc. Derrière cette requête, on trouve aussi par exemple des variables get, de type get, qui sont affichées directement dans la barre d'adresse. Ce sont des variables que le serveur va utiliser pour pouvoir traiter au mieux votre demande. Alors, toute cette notion de HTTP en relation avec l'HTML est très obscure pour la plupart des utilisateurs. Mais en fait, elle est bien réel. C'est-à-dire que si on peut regarder sur une page web et qu'on affiche son code source, on voit que l'adresse, elle est derrière le code. Les gens ne se rendent pas compte, mais à chaque fois qu'ils cliquent sur un lien, ils envoient une requête HTTP qui est déjà formée par le développeur. Mais cette requête HTTP va s'exécuter sur le web, va aller chercher la bonne information sur le bon serveur pour récupérer la page en question. Ainsi, quelqu'un qui surfe sur Internet ne fait que cliquer sur des liens hypertextes ou se cache derrière une requête HTTP différente à chaque fois. Généralement, une requête HTTP, derrière le type, possède une URI. Donc, une URI, c'est Uniform Resource Identifier. C'est-à-dire que le type de requête, on va l'appliquer à une ressource. Une ressource, c'est une page web, une image, un fichier CSS, un fichier JavaScript, plusieurs types de ressources sur un serveur web. On aura un champ aussi dédié au type de protocole et à la version. Pour l'instant, on est toujours à la version HTTP 1.1. On aura dans cette requête des métadonnées, c'est-à-dire des données supplémentaires qui permettent d'identifier au mieux la requête. On y trouvera par exemple les cookies, les types de navigateurs, etc. Il existe des dizaines et des dizaines de mots-clés qui permettent de mieux identifier une requête. Et on aura bien sûr ce qu'on appelle le body, c'est le corps de la requête. On aura les données qui sont fournies à travers la requête. Par exemple, des données de formulaire ou carrément, lorsque le serveur répond, des données qui permettent d'afficher une page web. Voici un exemple de requête post. Je mets le mot post, on va essayer d'aller chercher la ressource index.php, on peut mettre tout simplement la racine slash pour avoir juste la page d'accueil. On met le protocole HTTP 1.1, on met une valeur de cookie par exemple si on a besoin d'avoir une valeur de cookie, on peut mettre le type de navigateur, la date, on peut mettre autant de valeurs que l'on souhaite. Donc c'est bien standardisé. Et puis dans le body, généralement, on va retrouver les champs du formulaire du type name du formulaire égale le champ qui a été rentré dans la zone de mot de passe. Dans le champ input du formulaire HTML, ça c'est ce qu'on voit dans les premières vidéos de première année dans le BTS Ciel. On a un user sur son navigateur
qui cherche à faire une requête, justement pour atteindre la page index.php. Et cette requête va partir sur Internet, sur le réseau, et atteindre un serveur de HTTP. Donc il y a le serveur Nginx et le serveur Apache. Nous, on a plutôt travaillé avec Apache, mais Nginx est aussi un très bon serveur HTTP. Une fois que la trame arrive, le serveur va l'analyser et va renvoyer les résultats. Je vais montrer en détail comment se passe une requête de type POST quand on veut accéder à la racine d'un site web. Donc quand on tape juste l'adresse du domaine, par exemple www.google.com, une requête est composée et quand c'est du POST, c'est en 2 étapes. Quand c'est du GET, on n'a besoin que d'une trame. Quand c'est du POST, vous verrez, il y a d'abord, on envoie la requête avec seulement l'entête, donc on n'envoie pas le donné POST. J'ai exécuté cette requête et j'ai mis une capture d'écran de Wireshark. Pour ceux qui ne connaissent pas Wireshark, c'est un logiciel qui scanne toutes les trames qui circulent sur le réseau. Donc là, j'ai attrapé la trame TCP qui correspond à cette requête HTTP. Et on voit, on va retrouver dans cette trame, donc c'est celle que j'ai surlignée en bleu et encadrée en jaune, le POST. On a le slash qui correspond à la racine du site web. On aurait pu mettre n'importe quelle autre ressource, des noms de dossiers, slash des pages.html ou des pages.php. On a la version du HTTP. Et puis on a tout un ensemble de données. Donc généralement, les ensembles de données commencent ici, concernent tout ça. Donc, vous voyez, il y a plusieurs choses qui concerne les métadonnées. Ensuite, le serveur, lui, reçoit la requête et il répond par une séquence ACK. Donc ça, c'est propre au protocole TCP. Au niveau de la capture du réseau, on voit bien que le serveur a répondu à un trame ACK. Le client, le navigateur, reçoit bien un acknowledge, donc soit bien une trame qui indique que le serveur répond. Et du coup, il va renvoyer le body. Le client envoie une deuxième trame, cette fois-ci, avec la data. Mais il renvoie aussi toutes les informations propres à la requête. Donc on retrouve le post, on retrouve la ressource demandée, donc ça c'est slash, c'est juste la racine. On retrouve le protocole HTTP, donc le nom de, donc il est là, HTTP 1.1. On retrouve les informations des métadonnées avec les cookies, la version du cookie, là, le cookie PHP, puis d'autres informations. Et puis en bleu, on retrouve les informations propres au body de la requête. Donc là, on a vu comment la requête partait et puis arrivait au serveur, donc en 2 étapes pour un post ou en une seule étape pour le get. Le serveur, lui, va récupérer cette requête, va dire, bah tiens, il veut accéder à cette ressource et puis il m'a donné les valeurs de ce formulaire, donc je vais appeler la page et la traiter. Donc il traite la page, il fait le code PHP ou le code JavaScript, ou peu importe le langage de programmation qu'il y a de ce côté-là. Il fait sa tambouille et il va renvoyer une réponse HTTP, puisque comme il communique en HTTP, vous avez des requêtes HTTP, mais vous avez aussi des réponses. Mais attention, les réponses sont un peu différentes. En effet, quand le serveur exécute son code et prépare sa réponse, il n'y a plus le champ POST ici, et il n'y a plus la ressource. Le serveur, lui, ne demande pas à accéder à une ressource, puis il n'a pas de type de requête à fournir. C'est juste, il répond à une requête. Mais il laisse quand même les autres champs qui sont la version HTTP, les métadonnées, donc le head de la requête, et le body. Mais il va rajouter un code de retour qui est important parce que selon ce qu'il a fait, il va dire si ça s'est bien passé, si ça s'est pas bien passé. Et grâce au code de retour, le client va pouvoir savoir si effectivement ça s'est bien passé. Et dans le cas où ça s'est pas bien passé, il va pouvoir analyser le code retour et comprendre pourquoi il y a eu un problème. Donc au niveau de Wireshark, j'analyse la trame de réponse qui est ici. Et on voit bien qu'il y a le code de retour, donc ici 200, qui veut dire que ça s'est bien passé. On retrouve le protocole HTTP, donc la version 1.1. On retrouve des métadonnées et on retrouve le body, c'est-à-dire le corps de la requête. Et dans le corps de la requête, donc qui commence à peu près ici, on va trouver du HTML. Parce que, généralement, le protocole HTTP est utilisé pour transporter des données du web et la majorité des données web sont en HTML. Du coup, au niveau de l'animation, on a notre serveur qui va répondre à cette requête de retour où on observe qu'il y a bien les métadonnées ici, on a le code d'erreur ici, et puis on a la version HTTP ici. Donc c'est envoyé en texte, en clair, il n'y a pas de choses secrètes. Dans une trame Wireshark, ces données vont être converties en hexadécimales, donc AE, F1, AC, 18, 24, voilà. Et puis généralement, ça ce sont des données qui sont interprétées par les analyseurs réseau pour que ce soit plus pratique à lire, mais il faut savoir que derrière, toutes ces lettres sont converties en binaire, et c'est en binaire, le 0 et 1, qui
fait la variation électrique pour partir sur le câble au réseau. Voici les différents types de code retour. Vous avez en 1 les informations, en 2 les cas de succès, en 4 vous avez les erreurs côté client, en 3 vous avez les redirections et en 5 vous avez carrément les erreurs serveurs. Par exemple, si vous avez une erreur 403, c'est que l'accès est forbidden. Généralement, quand on développe, c'est souvent cette erreur qu'on a. On peut avoir aussi une erreur 500, un crash de notre serveur. 502, un bad gateway, c'est-à-dire une mauvaise adresse IP. 200, c'est quand tout s'est bien passé. Et des fois, on a un code 300 quand il y a une redirection, c'est-à-dire on a une page, on accède à une page, et le serveur fait une direction vers une autre page. Et dans ce cas-là, on y est informé avec le code retour 300. Yeah.